Nous sommes avec le professeur Ablaye Bathily, ancien ministre, ancien député, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, puis en Afrique centrale, médiateur dans la crise burundaise. Monsieur Bathily est candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine qui sera élu fin janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Professeur Bathily, bonjour. Bonjour. Alors, professeur Bathily, qu'est-ce qui a motivé votre candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine et que comptez-vous apporter à la tête de cette organisation? Ma candidature est motivée par un engagement personnel de plusieurs décennies au service du continent africain. En tant qu'élève au Prytanée militaire de Saint-Louis, en tant qu'étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en tant qu'enseignant, syndicaliste et également en tant qu'homme public, homme politique, j'ai consacré toute mon activité, ma réflexion aux questions de l'Afrique du passé, puisque je suis historien de profession, mais aussi l'Afrique contemporaine. Je suis un homme d'action, un homme de pensée et de réflexion. Et aujourd'hui, je veux apporter ma contribution à la solution des problèmes du continent africain à partir de cette expérience variée qui est la mienne. Donc ma candidature n'est pas une candidature de circonstance, ce n'est pas une candidature motivée pour tel ou tel intérêt particulier, mais une motivation profonde qui découle d'un engagement pour le panafricanisme, pour l'unité du continent, pour la libération du continent. Alors, professeur Bathily, il y a quand même 5 candidats. Chacune des 5 régions africaines a un candidat. En Afrique de l'Ouest, c'est vous que la région va soutenir forcément. L'Afrique orientale a un candidat, l'Afrique centrale a un candidat, et l'Afrique australe a 2 candidats. L'Afrique australe a un candidat. Est-ce que vous avez eu l'appui des chefs d'État d'autres régions, indépendamment de l'Afrique de l'Ouest? Il ne m'appartient pas de donner la position des chefs d'État par rapport à ma candidature. Tout ce que je sais, c'est que de manière nette, le Sénégal a présenté ma candidature. Cette candidature a été endorsée par la CEDEAO et, comme vous le savez, ces questions de candidature doivent, de mon point de vue d'ailleurs, dépasser les considérations régionales. Ce qui est important, de mon point de vue, c'est le profil du candidat. En ce qui me concerne, je ne me considère pas comme le citoyen exclusif d'un pays. Je suis engagé pour tout le continent. Je dis toujours que l'Afrique est mon pays. Je suis citoyen sénégalais, mais c'est l'Afrique qui est mon pays. Toute ma trajectoire politique, la trajectoire de ma vie le montre très clairement. Donc je ne suis pas, moi, retenu par ces considérations régionales, les divisions géographiques, linguistiques du continent. Pour moi, je suis un transafricain. Alors, 80% des ressources nécessaires au fonctionnement de l'Union africaine proviennent des partenaires stratégiques, le rappeliez-vous. Et comment est-ce qu'on s'est retrouvé face à cette situation et est-ce que cela garantit l'indépendance de l'organisation et lui garantit une certaine marge de manœuvre? Très tôt, qui paie commande, a priori. Très tôt, les chefs d'État et de gouvernement eux-mêmes se sont rendus compte de cette situation intenable. D'un côté, proclamer la souveraineté de l'Afrique, l'indépendance du continent et en même temps avoir à tendre la main chaque fois pour les projets, les programmes et quelquefois même dans les difficultés de fonctionnement avoir recours à l'aide extérieure. Ceci est intenable et depuis au moins 2007, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu un audit qui a été conduit sur l'Union africaine et cet audit a conclu à un certain nombre de propositions importantes qui n'ont pas été appliquées malheureusement. Ensuite, en 2009, le président Obasanjo du Nigeria a été mandaté par ses pairs pour faire de nouvelles propositions en ce qui concerne le financement alternatif de l'Union africaine. Les propositions de la commission Obasanjo n'ont pas également été suivies d'effet. Récemment, il y a 1 an, l'Union africaine a mandaté à nouveau le président Paul Kagame du Rwanda
pour faire de nouvelles propositions, à la fois sur la question du financement, mais aussi la structuration de la commission. Eh bien, en partie, ces propositions, déjà, une partie de ces propositions ont été acceptées. Par exemple, la question du financement, il a été proposé par la commission dirigée par l'ancien président de la BAD, Donald Kaberuka, que 0,2% des recettes d'exportation en dehors de l'Afrique puissent être affectées au financement de l'Union africaine. Si cette proposition était acceptée et surtout mise en œuvre, parce que souvent les propositions sont acceptées, mais la mise en œuvre pêche. Si cette mise en œuvre est effective, cela permettrait à l'Union africaine d'avoir suffisamment de moyens, en tout cas des moyens importants, pour se financer, à la fois par rapport à ses programmes, à son fonctionnement, mais aussi à affecter une part importante à ce qu'on appelle le Fonds pour la paix. L'Afrique doit pouvoir financer en partie certaines de ces opérations de paix. Récemment, sous la présidence sénégalaise, l'Union africaine a proposé aux Nations Unies que 25% du Fonds pour la paix puissent être financés par l'Afrique et les 75% par les Nations Unies. Si tout cela donc est mis en œuvre, nous pourrons sortir de cette dépendance qui est véritablement, comme je l'ai dit, moralement inacceptable, politiquement inacceptable et qui fait encore de l'Afrique une entité dépendante du reste du monde, une entité à la merci des partenaires. Professeur Bathily, est-ce que l'institution coûte cher aux États ou bien les États ne s'acquittent pas de leurs devoirs, ils ne payent pas? Non, l'institution ne coûte pas cher en tant que telle, parce que si chacun paye ce qu'il doit payer, d'abord les cotisations ordinaires, il y en a qui payent, mais ça n'arrive pas à temps, quelquefois, et puis ce n'est pas de manière régulière, et donc c'est ça qui pose problème. Mais même ces cotisations régulières ne suffisent pas. Je crois que le financement alternatif qui est proposé, c'est ça la solution d'avenir. Alors, il semble que Feu Mouammar Kadhafi était le grand bailleur de l'organisation. Aujourd'hui, qui n'est pas là, ça veut dire que c'est un peu difficile pour l'Union africaine. Autant je trouve inacceptable que l'Union africaine soit entièrement financée, ou en tout cas à 80% presque financée par l'extérieur, autant je trouve que l'Union africaine ne doit pas dépendre d'un pays. Ça, ce n'est pas normal. Il faut trouver un mécanisme qui fait plutôt que les États puissent contribuer de manière équitable. C'est ça qui crée une situation, si vous voulez, politique acceptable. Qu'il n'y ait pas un seul pays, un pays ou deux ou trois, un groupe de pays. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, je crois, si on arrive à ce financement, ce mode de financement, par exemple, qui vient d'être proposé par la commission Kaberuka, évidemment, tout le monde sera à l'aise. Parce que c'est chacun selon ses moyens. Et je crois que si on s'en tient à ça, l'Afrique pourra s'en sortir. Alors, est-ce que sous la présidence du professeur Abdoulaye Bathily, l'Union africaine sera une Union africaine des peuples, où les peuples ont droit à la parole, à la participation, donner leur point de vue sur les programmes, les projets qui seront mis en œuvre? Vous savez, il y a eu beaucoup de complaintes par rapport d'abord à l'organisation de l'Union africaine, de l'unité africaine de l'époque. Les gens disaient que c'est une organisation qui n'est pas connue suffisamment du public africain. Il y en a même qui vont beaucoup plus loin, que c'est un syndicat de chefs d'État, etc. Bon, il y a une frustration de toute façon, en partie légitime, parce que souvent l'Union africaine prend des décisions qui ne sont pas appliquées, qui sont quelquefois éloignées des gens, où suffisamment la communication n'est pas là pour relayer ces décisions qui sont prises. Il faut de plus en plus sortir l'Union africaine de cette situation, mais il faut dire qu'il y a eu énormément de progrès qui ont été faits ces dernières années. Par exemple, la participation de la société civile, c'est une donne maintenant. La participation des femmes, c'est une donne. La participation des jeunes, la création du Parlement panafricain, c'est une nouvelle donne. Le Conseil économique et social, c'est aussi une donne. Mais il faut amplifier cette intégration de la Commission dans les aspirations des peuples. C'est-à-dire que la Commission doit être de plus en plus sensible aux préoccupations
des populations africaines. Et c'est pourquoi, en ce qui me concerne, une de mes préoccupations majeures, c'est de faire en sorte que de manière permanente, les organisations professionnelles, la société civile, par exemple les artistes, les écrivains, les scientifiques, les mouvements de jeunes, les mouvements de femmes, les parlementaires, bref, tous les segments de la société africaine puissent participer à l'élaboration des décisions et que quand les chefs d'État prennent des décisions, que ces décisions soient en adéquation aujourd'hui avec les aspirations profondes des populations africaines. Donc que l'Union africaine soit de plus en plus une Union africaine des peuples, pas seulement des gouvernements. Les gouvernements sont là parce que sans les gouvernements constituent le moteur. Mais la chair, le sang, les nerfs, c'est les populations africaines. Alors, je rappelle que nous sommes avec le professeur Abdoulaye Bathily, ancien ministre, ancien député, ancien représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali, puis en Afrique centrale, et médiateur dans la crise burundaise. Professeur Abdoulaye Bathily, vous êtes 5 candidats au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Pourquoi on préférerait le professeur Abdoulaye Bathily aux autres candidats? Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai consacré toute ma vie, de plusieurs décennies, à la question de l'Union africaine. En tant qu'étudiant, j'ai défendu cette cause, non seulement sur le continent africain, en tant que leader du mouvement étudiant africain et international, mais également en tant qu'enseignant. Pendant des décennies, j'ai enseigné l'histoire de l'Afrique, les problèmes sociaux de l'Afrique. J'ai fait des recherches dans des groupes de recherche panafricains sur les questions de l'Afrique, à la fois les questions de l'Afrique d'hier, les questions de l'Afrique d'aujourd'hui, toute cette problématique, par exemple, de la paix et de la sécurité qui est au cœur aujourd'hui des problématiques du continent africain. Nous avons, dans le cadre du CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche économique et sociale en Afrique, consacré une recherche sur les armées et les forces de sécurité africaines il y a de cela 20 ans. Et nous avions déjà conclu que ces armées et ces forces de sécurité africaines n'étaient pas aptes par rapport aux devoirs sécuritaires du continent africain. Ce travail a été publié sous le titre « The Military and Militarism in Africa ». Je l'ai édité avec un collègue universitaire ghanéen, Ebo Hachfoul. Alors, les conclusions de ce livre, publié en 1999, sont encore d'une brûlante actualité. Les questions de la démocratie, les transitions démocratiques, j'ai consacré beaucoup de recherches à ces questions-là, que j'ai publiées également. En tant qu'homme public, à l'Union africaine, j'ai été mandaté plusieurs fois dans un certain nombre de conflits. Dans la région d'Afrique centrale, la question par exemple des migrations pastorales et de leur impact sur les conflits entre populations, entre États. J'ai été envoyé spécial de l'Union africaine sur cette question. Également la crise de Madagascar, les crises au Libéria, en Sierra Leone, dans le cadre de la CEDEAO. En tant que membre du Parlement de la CEDEAO, j'ai participé à plusieurs missions de paix en Afrique de l'Ouest. Bien entendu, en tant que représentant spécial adjoint du secrétaire général au Mali, sur les questions politiques au Mali, depuis en 2013. Et pendant 2 ans, en Afrique centrale, en tant que représentant du secrétaire général des Nations Unies, dans les 11 pays d'Afrique centrale. Et chaque 6 mois, je présentais un rapport au secrétaire général sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. Donc, c'est une expérience qui n'est pas seulement une expérience de quelqu'un qui est mandaté par un gouvernement, qui est membre d'un gouvernement. Vous pouvez voir le profil des candidats. Mais mon profil dépasse le service pour un gouvernement. Mon profil, c'est au service du continent à des titres et qualités variés, pas seulement pour mon gouvernement,
et ça n'a été qu'une partie infime de mon activité, mais mon activité a été toujours pour le grand large de ce continent. Alors, vous êtes 5 candidats, il y a 2 qui ont déjà été candidats à ce poste-là et vous figurez parmi les favoris. Est-ce qu'il y a un candidat que vous redoutez quelque part quand même, en dépit de votre expérience qui est au-dessus de tous les autres? Je ne redoute aucun candidat si le choix est fait sur des bases objectives. Avec mon profil, je suis certain que les chefs d'État me choisiront pour faire face en leur nom aux interpellations du continent africain pour que l'Afrique puisse parler d'une voix crédible, autorisée, informée, solidement documentée sur les problèmes de l'Afrique d'aujourd'hui, afin que l'Union africaine soit à la mesure de ses tâches historiques. Et la question du terrorisme n'est pas géographiquement localisée aujourd'hui. Comment est-ce que l'Union africaine doit travailler pour combattre ce fléau qui gangrène les États et plombe leur développement? C'est une des dimensions où la collaboration, ou j'allais dire l'intégration de l'activité des États est indispensable. Parce que le terrorisme, comme vous le dites, est transfrontalier. Tous les jours, nous envoyons la démonstration, non seulement le Sahel, mais également la Corne de l'Afrique. Et c'est une gangrène qui est en train de s'étendre aujourd'hui sur le continent africain et dans le monde. Il faut une collaboration étroite entre les services de l'État, non seulement les armées, les forces de sécurité, mais le combat ne doit pas être mené simplement sur les questions autour des problèmes sécuritaires et militaires. On ne gagnera contre le terrorisme qu'en trouvant des alternatives à la gouvernance. Parce qu'en réalité, le terrorisme se nourrit de la malgouvernance, du chômage de la jeunesse. Du chômage de la jeunesse. Et donc, aujourd'hui, il y a des aspirations très fortes des populations africaines, notamment de la jeunesse, qui ne sont pas, disons, accomplies. Et il faut tout faire pour qu'il y ait un changement de paradigme dans la gouvernance économique, dans la gouvernance politique, dans la gouvernance sociale sur le continent africain. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose qui est incontournable, c'est le développement économique et social. Et cela ne peut se faire que dans le cadre de l'intégration sous-régionale et continentale. S'il n'y a pas d'intégration politique, d'intégration économique, le développement sera en vain mot. Professeur Bathily, vous parlez de développement économique, mais en même temps, que vous inspire le mouvement quasi mondial du Nord au franc CFA? Eh bien, je crois que la question du franc CFA entre dans ce que j'appelle les changements de paradigme de l'économie africaine. Par exemple, ici, à la CEDEAO, depuis des années, il y a des discussions autour d'une monnaie ouest-africaine. Mais par manque de volonté politique, nous ne sommes pas encore arrivés à un accord sur ces questions-là. Parce que les questions de la monnaie, c'est des questions c'est lié à l'économie. Ce n'est pas simplement une question politique. Au fond, c'est une question politique. Mais la volonté politique doit amener les États à l'intégration. Si on va de manière audacieuse à l'intégration, on pourra régler cette question monétaire. C'est cela qui est, à mon avis, fondamental aujourd'hui. L'indépendance monétaire suppose l'indépendance économique. Il ne peut pas y avoir d'indépendance monétaire dans le vide. Il faut que, et ça c'est mon point de vue, qu'on aille de manière accélérée à l'intégration économique. Aujourd'hui, on ne peut pas développer nos pays de manière séparée. Il y a des plans d'émergence dans chaque pays, sans doute. Ça peut améliorer un tant soit peu la situation, mais ce n'est pas ça qui va nous sortir du sous-développement. Aujourd'hui, mon point de vue, c'est que l'Afrique doit aller vers le changement de paradigme de son économie, c'est-à-dire changer de cap, ne plus être un continent, disons, exportateur de matières premières brutes, mais un continent qui, par une industrialisation, la transformation de son économie, transforme ses matières premières agricoles, minérales et énergétiques. Et
surtout, à travers ce mécanisme de transformation économique, il faut aussi les vecteurs sociaux de cette transformation économique. On ne peut pas compter, par exemple, uniquement sur les investissements étrangers. Les investissements étrangers ne peuvent pas, à long terme, développer l'Afrique. Il faut créer les conditions d'un développement capitaliste sur le continent à travers ce que je peux appeler les vrais bourgeois conquérants, pas des rentiers, mais des hommes d'affaires qui sont intéressés à se mettre ensemble, à créer de grandes corporations économiques, à investir sur le continent pour la transformation de l'agriculture, pour la transformation des matières minérales, hydrauliques, etc. Et à partir de cela, ces corporations africaines vont créer les conditions de l'emploi pour les jeunes sur une base durable. Mais tant que nous avons la bouche tournée vers l'extérieur pour nous nourrir, nous évacuons nos ressources extérieures, quel que soit le modèle de relation que nous avons avec nos partenaires extérieurs. Si c'est dans cette direction-là, nous ne nous en sortirons pas. Alors, si nous sommes d'accord sur le principe d'avoir une monnaie unique africaine ou même sous-régionale en Afrique de l'Ouest, est-ce que techniquement, on est prêt à s'affranchir du franc CFA? Mais bien sûr, à mon avis, il y a suffisamment... C'est la question, la gestion de la monnaie est liée à la gestion de l'économie, à la gestion politique. À mon avis, s'il y a un accord entre les États, par exemple en Afrique de l'Ouest, ici, il est tout à fait possible de mettre fin à cette monnaie. Tout à fait. Vous aviez parlé dans votre programme de réformes à la tête de l'Union africaine. Quelles sont ces réformes que vous voulez apporter? Eh bien, les réformes sont de plusieurs ordres. Je l'ai dit, on ne peut, même en résumant, la question, par exemple, de la paix et de la sécurité. Il faut que l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui est aujourd'hui en marche, soit, du point de vue pratique, mise en œuvre de manière systématique. Je parlais tout à l'heure du financement à travers un fonds pour la paix. C'est fondamental. Mais également, au-delà des questions de paix et de sécurité, il y a ce que je disais tout à l'heure, l'intégration réelle des forces vives africaines dans le processus de réflexion et de décision de l'Union africaine. Ça, c'est un aspect important. L'autre aspect, c'est les changements qui doivent intervenir, de mon point de vue, dans la structuration même de la Commission et des organes, leur fonctionnement. Il y a beaucoup de choses à revoir et à cet égard, j'ai fait une lettre au président Kagame qui est en charge de ces réformes avec des propositions concrètes, en plus de 10 points, où je détaille ce que je considère comme important. La Commission doit être le centre d'énergie, de réflexion au service des chefs d'État et de gouvernement, mais également qui est le réceptacle des propositions et positions des différentes entités des populations africaines. Et ça, je crois qu'une Union africaine, mieux à l'écoute des populations africaines et de ces différents segments, une Union africaine plus proactive, une Union africaine qui puisse parler de manière autorisée face aux bailleurs de fonds. Vous savez, nous sommes aujourd'hui en relation de partenariat stratégique avec au moins 10 pays ou groupes de pays. L'Union africaine. Vous entendez tous les ans, on se met avec le Japon, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Amérique du Sud, avec la Turquie, avec, comment dirais-je, une dizaine, les mondes arabes. Nous avons 10 partenariats stratégiques. Et chaque fois, ça donne lieu à un sommet, avec l'Union européenne, bien sûr, les États-Unis. Mais chacun de ces pays ou groupes de pays définit sa stratégie par rapport à l'Afrique. Comment tirer le meilleur profit du continent africain? Mais l'Afrique elle-même n'a pas de stratégie, parce que j'ai vu comment fonctionne. Pendant des années, j'ai participé en tant qu'expert à ces différentes réunions où se discute le partenariat. Je vois qu'il n'y a pas une stratégie réellement concertée. C'est nos partenaires qui, avant le sommet, définissent les objectifs du sommet, les résolutions. Et nous y allons pour signer ces résolutions.
Donc les gens veulent tirer de nous ce qu'ils veulent. Et nous n'avons pas une idée claire de ce que nous voulons, sinon que, bon, donnez-nous de l'argent pour faire fonctionner notre organisation. Est-ce que ça ne doit pas continuer? Vous voyez, en 2011 et 2000, j'ai écrit 2 articles sur cette question à l'occasion du cinquantenaire. J'ai dit qu'il faut mettre fin au syndrome de Berlin. C'est ça que j'appelle le syndrome de Berlin. L'Afrique comme une proie que se partagent. À l'époque, on dit les puissances coloniales, mais maintenant, on dit les partenaires. Mais c'est la même chose. Ça n'a pas changé. C'est le vocabulaire qui a changé. Pour tromper la vigilance. C'est le vocabulaire qui a changé. Maintenant, on parle de partenariat. Avant, on parlait des puissances coloniales. Il faut changer ce paradigme parce que quant au fond, c'est le même mode de relation que nous avons encore avec ces partenaires. Et donc, c'est un domaine où je pense que la Commission doit argumenter, approfondir la réflexion et faire des propositions pertinentes aux chefs d'État et de gouvernement pour qu'on sorte de ce qu'on peut appeler du business as usual. Alors pour finir, professeur Abdoulaye Bathily, que vous inspire la nouvelle Amérique dirigée par des milliardaires, je dirais une plutocratie à la tête de laquelle se trouve un Donald Trump? Que peut attendre l'Afrique de cette nouvelle Amérique? Eh bien, je parlais tout à l'heure des partenariats de l'Afrique, mais ces partenaires eux-mêmes, ils changent leur stratégie par rapport au reste du monde, par rapport à l'Afrique. Mais ce n'est pas seulement l'Amérique aujourd'hui, de Donald Trump, mais l'Union européenne, vous voyez tout le débat aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Par exemple, nous avons signé les accords de partenariat avec l'Union européenne. Que deviennent ces accords de partenariat après le Brexit? Nous n'avons pas réfléchi. Que devient, par exemple, nos accords stratégique, entre guillemets, avec les États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump? Il faut réfléchir. Donc il ne faut pas le faire après coup. Il faut anticiper. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, de manière proactive, réfléchir sur ces questions-là pour pouvoir prendre des positions. Mais si nous attendons que les gens changent leur stratégie et puis nous nous ajustons chaque fois, eh bien, nous ne pourrons pas assumer nos responsabilités historiques, assurer ce qu'on peut appeler l'indépendance du continent, son affirmation en tant qu'entité, en tant qu'identité remarquable dans le monde d'aujourd'hui. On est en janvier 2017, un message pour vos compatriotes, pour l'Afrique? Eh bien, le message, c'est que l'Afrique a d'immenses possibilités. La jeunesse africaine attend énormément de cette Union africaine. Cette Union africaine a besoin de répondre aux aspirations des peuples d'Afrique, aux aspirations de la jeunesse, et je peux contribuer à l'avancement de cette cause du panafricanisme, rénover le panafricanisme, lui donner plus de dynamisme, rendre l'Union africaine en tant qu'instrument de ce panafricanisme un instrument plus dynamique, plus crédible. Professeur Abdoulaye Bathily, ancien ministre, ancien député, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, en Afrique centrale, médiateur dans la crise burundaise et un peu partout en Afrique, ce n'est plus qu'un comme vous remercie et vous souhaite bonne chance pour votre candidature. Merci beaucoup. Moi, mon combat pour l'Afrique va continuer en tout état de cause. C'est le sens de ma vie. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie.